Bonjour à tous, ce 2 août 2026 marque une date importante dans la vie de l'intelligence artificielle dans l'espace de l'Union européenne. En effet, c'est ce jour qu'une partie du règlement pour l'intelligence artificielle va rentrer en vigueur sur notre continent. Alors on en entend beaucoup parler dans la presse, on lit beaucoup de choses, on voit qu'une partie de ce règlement a été reportée, qu'une partie est d'application, on ne sait pas vraiment qui fait quoi, quand et comment ça va se passer. Je me suis donc dit qu'une petite vidéo explicative avec des slides allait vous aider à clarifier la situation, et donc je vous propose de regarder ces slides avec moi. Alors il est bon de rappeler ce qu'est l'AI Act, parce que les règlements en Europe ça fait peur. Donc, qu'est-ce que c'est le règlement pour l'intelligence artificielle? C'est un cadre commun dans l'Union européenne pour éviter les usages dangereux de l'IA, tout en gardant l'innovation possible. Concrètement, on veut que votre IA soit éthique, qu'elle soit légale et qu'elle soit robuste. Autrement dit, que l'IA ne vous conseille pas de faire n'importe quoi, qu'elle ne vous encourage pas à faire des choses qui sont illicites, et bien entendu qu'elle se trompe le moins possible, le tout agrémenté d'une couche d'écologie. Il ne faut pas que l'IA consomme trop d'énergie. Et bien entendu, on veut quand même s'assurer que derrière tout ça, on peut quand même innover parce qu'on doit pouvoir concurrencer la Chine et les États-Unis afin de ne pas devenir dépendant de ces superpuissances. Donc le règlement se veut une balance entre vos droits de citoyen et notre capacité à innover. Concrètement, oui, dans l'Union européenne, un chatbot restera autorisé, mais il faudra le signaler. Alors, qui est concerné par l'intelligence artificielle et par ce règlement général pour la protection de l'intelligence artificielle dans l'Union européenne? Eh bien, les fournisseurs et les utilisateurs professionnels qui mettent une IA sur le marché européen ou l'utilisent dans l'Union européenne. Autrement dit, un fournisseur américain qui viendra dans l'Union européenne avec une intelligence artificielle devra se conformer à l'AI Act. Prenons un exemple simple, un outil RH qui trie des CV. Eh bien, cet outil sera soumis à un certain nombre d'exigences venues du règlement AI Act. Comment ça marche? Eh bien, le règlement, il va marcher par niveau de risque. On partira d'un risque minimal et on montera jusqu'aux risques les plus hauts, voire les risques interdits. En fonction de cela, le règlement définit différents types d'obligations. Pourquoi? Eh bien, de façon à pouvoir documenter, tester, surveiller et garder un œil humain dans la boucle de l'intelligence artificielle. Oui, demain l'intelligence artificielle sera partout, l'intelligence artificielle est inévitable, l'Union européenne doit se positionner vis-à-vis de l'intelligence artificielle, mais elle doit avant tout garantir vos droits fondamentaux. Alors, regardons en fait ce que sont ces 4 risques de l'AI Act. Le premier risque, c'est le risque minimal. En fait, c'est quand l'IA est utilisée dans des choses basiques de la vie de tous les jours, dans ce cas-là, on est assez libre. Exemple, vous êtes au bureau quotidiennement, vous utilisez l'IA pour traduire, pour générer le brouillon d'un email. Le risque est minimal, il y a alors très peu d'obligations spécifiques. Ensuite viennent les risques limités, comme les chatbots, les deepfakes ou les contenus générés par l'IA. Dans ces cas-là, il y a une obligation d'information. Par exemple, quand un client dialoguera avec un chatbot, il faudra bien mentionner que ce chatbot est une IA. Il y a là donc une obligation d'information. Ensuite, on a les IA à haut risque. Par exemple, les IA qui pourraient être utilisées dans des recrutements pour vous attribuer ou non un crédit, voire dans l'éducation de nos enfants. Les IA qui peuvent aussi être utilisées au niveau de la santé, par exemple pour vous diagnostiquer ou non une tumeur, et les IA qui sont présentes dans les infrastructures. Par exemple, concrètement, un tri automatique de CV pour noter un candidat à moyen d'une IA, c'est quelque chose qui est à haut risque. Pourquoi? Parce que si l'IA est mal entraînée, elle risque de favoriser une population au détriment d'une autre. Et donc là, nous avons des obligations de contrôle et des tests techniques très robustes qui vont devoir être mis en place. Et c'est pour garantir vos droits, évidemment. On ne veut pas demain qu'une IA favorise telle ou telle part de la population. Quatrième niveau de risque, les risques interdits. Alors là, c'est les IA qu'on ne pourra pas utiliser dans l'Union européenne. Par exemple, le social scoring ou la biométrie sensible. Demain, on ne veut pas que l'on puisse avoir une IA qui vous identifie par catégorie, voire qui fasse, comme dans la rue en Chine, vous attribue un score en fonction de votre comportement. Ça, en Europe, ça ne doit pas exister.
Autrement dit, dans les risques, ce n'est pas uniquement la technologie qui compte, mais c'est aussi l'usage qui est fait de l'intelligence artificielle, un usage, je le répète, qui doit garantir vos droits fondamentaux. Et donc l'AI Act, il va définir ces 4 niveaux de risque et il va mettre en place des exigences en fonction de ces niveaux de risque. Et ce que la Commission européenne a publié, en fait, c'est un report d'une partie de l'AI Act. Tout ce qui est à haut risque de l'annexe 3 est reporté du 2 août 2026 au 2 décembre 2027. Tous les produits sous l'annexe 1 reportés au 2 août 2028. Et tout ce qui est sandbox reporté au 2 août 2027. Alors ces termes, je vais y revenir, ça paraît compliqué, mais je vais vous expliquer ce que cela veut dire. D'autres choses, par contre, vont rester d'application. Par exemple, les risques prohibés, tout ce qui est interdit, c'est dès maintenant. L'obligation d'informer et de transparence, c'est aussi maintenant. Alors pourquoi est-ce qu'il y a des reports ? En fait, il y a des reports parce que, pour une fois, l'Union européenne a mis en place un règlement et s'est posé une question importante. Elle s'est dit, mon règlement, c'est un ensemble d'objectifs qu'il faut atteindre. Mais pour atteindre ces objectifs, il me faut des normes techniques parce que l'intelligence artificielle, c'est technique. Donc, je dois écrire ces normes techniques de façon à ce que derrière, mon règlement puisse être appliqué, voire vérifié lors de litiges au sein de tribunaux. Et l'écriture de ces normes techniques, c'est en fait un travail extrêmement complexe qui réunit des centaines d'experts, d'industriels, de chercheurs. Vous voyez, il faut un peu un compromis entre l'éthique, la technologie, c'est la balance des droits fondamentaux par rapport à l'innovation, c'est très compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est que les premières normes étaient jugées incomplètes ou irréalistes. Donc on n'a pas encore su réconcilier les deux mondes. Sans normes claires, il est difficile pour les entreprises de prouver leur conformité. Et donc la Commission européenne a pris une décision qui est assez sage. Elle a dit qu'une partie de l'AI Act serait postposée de façon à ce que les normes soient clarifiées. C'est très important parce qu'un règlement où les normes ne sont pas clarifiées, c'est un règlement qui est garanti de ne pas être respecté. Donc saluons cette évolution de la Commission. Alors voyons maintenant ce qui est reporté. Alors, avant cela, je vais vous montrer un exemple pratique de ce qui est difficile lorsqu'on veut établir les normes. Le système d'IA, par exemple, prenons une exigence. Le système d'IA doit être suffisamment robuste et résistant aux erreurs. Ça, c'est une belle phrase en termes juridiques, mais techniquement, qu'est-ce que c'est que suffisamment robuste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'elle ne se trompe pas, qu'elle se trompe ? Où est-ce qu'on met la barre techniquement ? Quel pourcentage d'erreurs est acceptable ? En fonction de quel domaine ? Combien de tests faut-il réaliser pour montrer qu'on atteint ce pourcentage d'erreurs ? Quel type d'attaque faut-il simuler pour montrer que l'IA reste robuste ? Et surtout, quelle documentation faut-il fournir à un auditeur pour lui montrer qu'on a bien respecté les exigences de robustness et les exigences de résistance aux erreurs ? Et bien voilà, c'est ces normes techniques qui doivent être mises en place et ça prend beaucoup plus de temps que prévu. Alors, qu'est-ce qui est reporté ? La première chose qui est reportée, c'est l'annexe 1. L'annexe 1, c'est l'intégration de l'IA dans tous les produits réglementés, comme les dispositifs médicaux, les machines, les ascenseurs, les véhicules. Alors là, le problème, c'est que ces dispositifs et autres accessoires ont déjà en fait des règlements internes. Les dispositifs médicaux sont déjà régulés. Et donc ce qu'il faut faire, c'est reporter l'AI Act afin de finaliser les normes techniques européennes et qu'elles soient en lien avec les autres régulations existantes. Les procédures doivent être harmonisées. Il faut par exemple définir des tests communs pour démontrer la robustness d'une intelligence artificielle embarquée dans un dispositif médical, sachant que la création de ce dispositif médical est lui-même déjà soumis à certaines normes. Pour ça, un report d'1 an. Pourquoi 1 an ? Parce qu'on se dit que les normes sont déjà bien connues et qu'il faut simplement adapter certaines normes à l'intelligence artificielle. Autre chose qui est reportée, c'est l'annexe 3 qui définit tous les systèmes d'IA à haut risque. Par exemple, les systèmes utilisés pour le recrutement, l'éducation, les infrastructures critiques, les services publics, voire la justice. Là, il faut vraiment définir de nouvelles normes. Il faut avoir des critères identiques dans toute l'Union européenne. Par exemple, définir une méthode commune pour démontrer qu'une IA de recrutement n'est pas discriminatoire. Et donc, il faut définir ce qu'est discrimination, le sens de ce mot et le sens technique de ce mot. Donc là, il y a à la fois du juridique et du technique à réconcilier. C'est pour ça que la Commission européenne a prévu 16 mois et non pas 12 mois pour mettre
on va dire au carré, l'annexe 3 sur les systèmes d'IA à haut risque. La dernière chose qui est reportée, c'est ce qu'on appelle l'AI Regulatory Sandbox. Alors, qu'est-ce que c'est? Les sandbox, ce sont des espaces fermés qui permettent de tester des IA sous la supervision des autorités. Et la difficulté, c'est qu'il faut les définir, ces sandbox. Et ça, c'est complexe parce qu'il faut les définir par rapport à un régulateur. Par exemple, une IA médicale peut être testée avec un régulateur avant sa commercialisation, mais comment est-ce qu'on modélise ce régulateur? Donc là, c'est des normes techniques à remettre en place, et donc on en a pour un entreport. Il reste des choses, par contre, qui sont obligatoires dès ce 2 août. Les systèmes d'IA interdits, donc d'IA présentant un risque inacceptable, sont désormais définitivement interdits. Deuxièmement, les organisations qui développent ou utilisent des systèmes d'IA doivent veiller à ce que leur personnel dispose d'un niveau suffisant de connaissances et de compétences. C'est ce qu'on appelle l'IA literacy. Et dernière chose, les modèles d'IA à usage général doivent respecter des obligations de transparence de documentation. Ces modèles-là, ce sont par exemple ChatGPT, Claude et autres. C'est ce qu'on appelle les General Purpose AI. Dès maintenant, ces modèles doivent être bien documentés, transparents, de façon à ce qu'on comprenne leurs usages. Donc vous voyez, une partie de l'Act rentre en vigueur, une autre partie est reportée pour de bonnes raisons, mais le règlement pour l'intelligence artificielle doit dès maintenant être pris au sérieux par nos entreprises.